Voilà, Johan, ça change du quotidien. On est au Festival des compétences aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de découvrir l'événement et d'être avec vous ce matin. Nous pareil. Et j'ai cru comprendre en préparant cet échange avec vous que vous avez un parcours RH un peu particulier. Donc peut-être partagez avec nous d'abord. Alors, je suis à la Société Générale depuis plus de 20 ans aujourd'hui. J'ai essentiellement évolué au sein de la filière ressources humaines. J'ai fait différents métiers. Donc, j'ai commencé dans les systèmes d'information. J'ai travaillé dans le Comp and Ben, donc dans les sujets de rémunération. J'ai travaillé dans tous les sujets de gestion individuelle comme HRBP. Et puis, j'ai évolué sur des fonctions de DRH dans le secteur informatique de la Société Générale. Et notamment au moment de l'essor du digital, où j'ai pu accompagner la transformation digitale de cette direction. Donc avec à la fois un enjeu d'accompagner les personnes qui n'étaient pas confrontées à ces technologies, de façon à ce qu'ils puissent être embarqués et être pleinement inclus dans cette nouvelle manière de produire des applications. Et puis pour accompagner également les personnes qui étaient directement confrontées à ces nouvelles manières de développer des solutions informatiques pour qu'ils puissent effectivement développer leurs compétences. Donc c'est ça qui a fait le lien avec la formation. Et en arrivant à la formation, j'ai quand même découvert un scope très très large d'activités que je ne soupçonnais pas en réalité, et puis des expertises extrêmement variées. Donc voilà. Et on va en parler. Donc toute première question, déjà, c'est quoi vos enjeux en termes de formation dans le groupe Société Générale? Alors peut-être pour simplement resituer très rapidement Société Générale, donc le groupe c'est 117 000 personnes aujourd'hui dans le monde, toute activité confondue. Ce sont des activités à la fois de banque de financement, banque de détail. Ce sont aussi des activités de mobilité, hein, tout ce qui est leasing automobile avec aujourd'hui ALD LeasePlan qui représente le numéro 1 de la profession de la mobilité. Et donc en France c'est 38 000 collaborateurs. Sur ces 38 000 collaborateurs, la formation représente plus de 3,3% de la masse salariale. C'est 1 300 000 heures de formation par an. Là aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur cette proportion, 70% de la formation concerne la banque de détail, le réseau des agences Société Générale. Et dans la proportion des 70%, la moitié sont des formations réglementaires. Voilà. Donc ça veut quand même dire qu'un conseiller clientèle, hein, si j'illustre de cette manière-là, fait entre, on va dire, 45 et 60 heures de formation par an, et que effectivement la moitié, ce sont des formations réglementaires. Donc notre enjeu, alors ce sont des formations réglementaires parce que nous sommes effectivement un secteur régulé, que donc la réglementation occupe une place très importante, et que donc ce sont des formations obligatoires. Et donc notre enjeu est d'arriver à faire le lien entre les formations métiers, les formations réglementaires, de manière à laisser du temps commercial, à dégager du temps commercial, pas faire que finalement la formation prenne encore plus de temps, et puis aussi pour donner du sens, et c'est aussi une attente des collaborateurs, et il y a le côté finalement, dès lors qu'une formation est perçue comme obligatoire et sans lien nécessairement avec son métier, ben, on est moins motivé pour le faire. Donc attirer et en tout cas rendre ça intéressant et attractif. Vous êtes directeur formation, fonction RH. En quoi consiste votre mission de gestion des compétences? Alors, ma mission, alors donc je dirige les équipes formation qui sont situées au sein de la direction des ressources humaines du groupe. Donc on travaille avec l'ensemble des acteurs formation qui sont donc dans toutes les entités métiers. Toutes les entités métiers ont une académie ou un responsable formation. Donc on a une organisation qui est aussi en proximité avec les métiers. Et donc d'abord, pour moi, le sujet de compétences, c'est d'abord un sujet où il est important de s'aligner sur la définition de la compétence que l'on partage en interne Société Générale. Et donc la définition que l'on utilise pour simplifier ce terme en interne, c'est de dire un individu est capable de réaliser telle pratique. Ce qui est important, c'est que cette pratique soit observable, et notre mission à ce moment-là, c'est aussi de l'évaluer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est de nous accorder sur la raison d'être du rôle de la formation. Et pour cela, ce que nous disons, c'est que notre rôle consiste à mettre les collaborateurs en position de réussir dans leur poste aujourd'hui et en position de réussir dans leur poste demain.
Donc ça veut dire que concrètement, en fait, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que opérer à un niveau standard dans l'entreprise. Voilà, quand je fais mon travail, quand je réalise mon métier, quel est le niveau standard défini par l'organisation. Et puis, c'est aussi repenser notre proposition de valeur. Donc, c'est-à-dire, c'est mettre les talents individuels, mettre l'ensemble des personnes qui travaillent à la Société Générale au service de la stratégie de l'organisation. Donc, ce qui implique de migrer d'une logique qui était centrée sur la formation, ce que l'on propose, à une logique qui est focalisée sur la performance. Voilà. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire rimer performance et compétence. Donc en ce sens, on se rapproche des études, bon, je pense que vous connaissez bien ce sujet, et donc nous, on a beaucoup travaillé donc, avec Laura Overton ou Charles Jennings, qui ont montré finalement le lien entre les compétences et la performance, à la fois sur les résultats de l'entreprise, et aussi, et surtout, parce que c'est là où le score est le plus important, hein, on dit que c'est 20%, sur la satisfaction des collaborateurs. Donc le principal vecteur d'attractivité, de rétention des collaborateurs, c'est aussi qu'ils se sentent dans un environnement dans lequel ils peuvent pleinement réussir dans leur travail. Et pour réussir dans leur travail, il faut qu'ils fassent des missions qui vont leur permettre de mettre en œuvre des compétences. Voilà, donc c'est toute cette chaîne finalement qu'on tire. Et pour cela, on utilise la méthode, l'approche qui a été développée par Charles Jennings, donc du 70-20-10, qui est voilà, l'approche qu'on pratique. Est-ce que vous connaissez cette approche ? Alors oui, donc peut-être prenons une minute juste pour décrire qu'est-ce que ça veut dire. Et je sais que cette méthode est plus utilisée dans le RH, donc peut-être comment on applique ça à la formation. Oui, alors c'est effectivement, pour nous, l'avantage, ce que l'on recherche avec cette méthode, c'est un langage commun. C'est un langage commun avec toutes les parties prenantes. La formation, elle implique d'abord, avant tout, sa personne, soi-même. Hein, elle implique effectivement le management, les experts, elle implique les services de formation, elle implique toute une série de parties prenantes et bien sûr les métiers. Donc le 70-20-10, de façon très simple, c'est de dire que pour développer ses compétences, à 70%, dans 70% des situations, c'est dans son métier qu'on les développe. Ce n'est pas en suivant une formation particulière, c'est vraiment en faisant son métier de façon quotidienne, voilà, qu'on développe ses performances. Et puis, dans 20% des situations, c'est en faisant des missions, en faisant un certain nombre d'actions qui sont des mises en situation, qui ne sont pas à proprement parler son métier, mais qui sont en proximité, on va dire, avec son métier. Donc c'est ça qu'on appelle challenger, en fait, hein, sortir de sa zone de confort, c'est finalement faire des choses qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire. Et puis, voilà. Et puis dans 10%, ça requiert une formation formelle, ça requiert de monter un dispositif de formation. Donc voilà, c'est ça l'approche, hein, je dirais, si je le dis de façon très simple. Et donc, nous, on s'en sert de boussole, hein, avec l'ensemble des parties prenantes, comme je le disais, pour déterminer ce qui doit rentrer dans le 10% des formations formelles. 90% étant effectivement côté métier, on va dire. Voilà. Et ce que je peux dire aussi pour l'illustrer, c'est qu'on l'a utilisé pour nous, pour donc les chefs de projet pédagogiques au sein de mon service, parce que on travaille en fait aujourd'hui sur la montée en compétences. Hein, vous le savez, c'est un métier qui évolue énormément, ce qui a énormément évolué ces dernières années, et donc qui continue à évoluer. Et donc on s'applique à nous-mêmes finalement ce 70-20-10. Et donc la manière dont on se l'applique, c'est de dire c'est important qu'on puisse décrire une situation cible, d'analyser l'écart entre la cible et la situation actuelle, de dire finalement quelles sont les actions qui vont être des actions qui vont permettre de réussir à atteindre cette cible, et ensuite les compétences que je vais mettre en œuvre pour réaliser ces actions. Et en faisant ça, on a construit un programme, voilà, avec une personne qui s'appelle Jérôme Varnier, Albéron Conseil, qui nous accompagne sur ce sujet. Et donc vous avez un outil interne pour évoluer, où est chaque personne vraiment une évaluation personnelle
pour savoir quel est l'écart entre où sont les compétences d'aujourd'hui avec les compétences attendues, n'est-ce pas? Alors là, ce n'est pas un outil en tant que tel. J'ai pris l'exemple d'un programme donc de montée en compétences des chefs de projet pédagogiques, donc formation. Et donc, on va avoir une mesure de cet écart que l'on a réalisé. Ce n'est pas un outil pour l'ensemble des collaborateurs. C'est pas, voilà. Et parmi les priorités pour vous dans le groupe, quels sont les sujets de formation qui sont prioritaires et peut-être surtout pour nous dans ce public-là, les nouvelles compétences que vous visez? Alors peut-être que pour répondre à cette question, parce que ça ouvre un champ très très vaste dans la mesure où la banque couvre un nombre de métiers extrêmement important, hein, c'est plus de 600 métiers. Donc je dirais pour moi il y a trois champs de mon point de vue, du point de vue formation. Il y a un premier champ qui sont des compétences qui entrent dans les fondamentaux. Donc ce que j'appelle les fondamentaux, ce sont des compétences qui sont à la fois transverses, qui ne sont pas nécessairement corrélées à un métier. Alors bien sûr, il y aura des spécificités en fonction de chaque métier, mais c'est des compétences qui traversent en réalité les métiers. Donc on peut retrouver le management, on peut retrouver les soft skills. Et pour ces compétences, on a besoin d'avoir des dispositifs de formation qui soient extrêmement efficaces. Je peux l'illustrer par exemple avec les langues. Donc les langues, ça fait partie des priorités de formation du groupe. Le groupe s'est énormément développé à l'international. Le groupe a aussi aujourd'hui une évolution de son management compte tenu de sa position internationale, qui fait que la pratique de l'anglais est beaucoup plus importante. Bon, en formation, on utilise la plateforme GoFluent par exemple. Alors cette plateforme, en quoi elle est intéressante? C'est qu'elle permet à tout à chacun de faire une évaluation. C'est-à-dire on entre par une évaluation. Puis ensuite, elle va proposer des contenus en lien avec le niveau en fait, qui aura été celui de son évaluation. Ça ne veut pas dire qu'on est cantonné à ce niveau-là. On peut aller chercher d'autres niveaux, mais ça veut dire que voilà, les formations les plus efficaces sont celles en lien avec son niveau. On a aussi la capacité de rejouer cette évaluation au fur et à mesure. Et puis, toute la logique d'accompagnement, de tutorat, de cours qui peuvent être pris en ligne est extrêmement flexible. C'est aujourd'hui un outil qu'on peut utiliser dans toutes les entités du groupe. Donc de ce point de vue, c'est extrêmement intéressant. Et puis en France, on peut également de façon facile aujourd'hui co-construire des parcours, notamment avec le CPF, sur ce type de plateforme. Voilà, c'est extrêmement efficace. Donc, je dirais ça, c'est vraiment dans nos fondamentaux. Et donc, il faut toujours qu'on se réinterroge. Est-ce qu'on a les bonnes pratiques? Est-ce qu'il existe de nouvelles solutions? Bien sûr, hein, notamment sur le management et les soft skills, mais ce sont les fondamentaux. Donc ça, c'est les formations incontournables. Incontournables, voilà, et sur lesquelles il faut qu'on ait des dispositifs. Et d'ailleurs, la plateforme GoFluent, c'est vraiment aussi le parfait exemple du anytime, anywhere, any device. Hein, donc finalement, je peux l'utiliser quel que soit l'endroit où je suis. Et puis, le deuxième champ, c'est les priorités de la banque. Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif est de s'aligner et d'avoir un alignement par rapport aux priorités de la banque. Alors, les priorités de la banque, c'est l'expérience et la satisfaction client. Donc l'expérience, la satisfaction client, c'est un sujet qui là aussi a un scope extrêmement large, qui recouvre aussi des dimensions digitales, avec tout aujourd'hui, parce que la banque aussi a une évolution effectivement, comme je dirais aussi, avec toutes les solutions digitales, donc omnicanal, avec le contact avec sa banque qui peut se dématérialiser. Donc voilà, ça inclut en fait toute cette dimension-là. On retrouve les formations digitales, les formations data. Alors les formations data, ça fait écho à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que c'est aussi l'usage de la data. C'est pas tant la data dans les équipes IT. Alors bien sûr, ça c'est un sujet très important, mais c'est déjà un sujet qui est travaillé depuis quelques années. Par contre, aujourd'hui, le sujet vraiment d'actualité pour nous, c'est l'usage de la data dans tous les métiers. Il n'y a pas un métier qui échappe à cette question de l'usage de la data. Et puis, ce sont tous les sujets qui vont concerner la responsabilité sociale et environnementale. Il y a un grand plan de formation qui a été lancé pour tout le groupe Société Générale. Donc ce plan de formation a deux objectifs. Le premier, c'est d'embarquer tous les collaborateurs. C'est que tous les collaborateurs finalement aient conscience et puis d'ailleurs la RSE est un changement
voilà, vous le savez mieux que moi, mais en profondeur, y compris pour tous les métiers bancaires, et y compris pour le rôle même de la banque. Donc voilà, il y a ce sujet d'acculturation, d'embarquement, de connaissance de tous les collaborateurs, et puis il y a un enjeu de développement des expertises. Alors développement des expertises, notamment dans le conseil aux entreprises, dans le conseil aux professionnels, dans le conseil aux particuliers, dans les projets de financement. Donc c'est un sujet qui est, je dirais, prioritaire et que nous travaillons donc avec une plateforme unique qu'on a développée au sein du groupe qui permet d'avoir l'ensemble des ressources disponibles, que ce soit des ressources digitales ou la possibilité de revoir des workshops, des conférences, d'avoir l'ensemble de la documentation de référence. Donc finalement une plateforme de knowledge management, je dirais, plus que de formation. Et puis on a travaillé sur 6 axes, on va dire, alors c'est peut-être un peu plus large que des compétences, mais donc c'est la connaissance, les bases de la RSE, c'est les risques et l'analyse donc RSE, c'est la transition environnementale, c'est le numérique responsable, la finance durable et les investissements durables. Donc voilà les 6 thématiques sur lesquelles il y a une acculturation globale de tous les collaborateurs et sur lesquelles il y a un programme de montée en expertise de certains métiers. Donc ça, c'est le deuxième champ. Voilà. Et le troisième, c'est anticiper, accompagner des transformations en cours. Donc c'est les grands sujets qui traversent finalement l'entreprise et puis plus largement la société. Et donc cela concerne Et donc cela concerne l'intelligence artificielle, je dirais directement. Il y a eu pendant un temps la question pour les banques de dire que les sociétés de technologie allaient concurrencer les banques et Apple, par exemple, a un agrément bancaire aux États-Unis. Donc il y a vraiment ce sujet de dire les sociétés de technologie seront des concurrents. En réalité, je dirais 15 ans après, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça sera peut-être le cas demain parce que justement les banques sont des environnements régulés et que d'une certaine manière, c'est compliqué d'entrer dans ce milieu. Par contre, la technologie entre dans les banques, entre dans le fonctionnement des banques et finalement dans la modification de tous les métiers. Et c'est vraiment tous les métiers qui sont concernés, à commencer par les métiers de la formation. Donc nous, on a bien conscience que la manière de fabriquer les supports de formation va fortement évoluer. On a conscience également que la manière de s'entraîner va fortement évoluer. Par exemple, aujourd'hui, on a donc des centres de relations clients, qui sont des centres téléphoniques que vous connaissez. Voilà. Et donc, on a des centaines, des milliers d'heures d'enregistrement et qui sont finalement à chaque fois des mises en situation pour les conseillers clientèle. Et donc, on peut très bien imaginer demain avoir de l'intelligence artificielle qui permettra en fait d'utiliser ces bases de données et de pouvoir être, alors un peu peut-être comme a été dit tout à l'heure, un robot qui aura la capacité finalement d'être un coach ou un entraîneur pour un conseiller clientèle en l'occurrence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver extrêmement rapidement maintenant et qui devrait se matérialiser et pour la formation avoir des impacts assez importants. Super intéressant. Et comment vous faites concrètement? Donc vous vous alignez sur les priorités du groupe pour savoir quelles compétences sont les plus nécessaires, prioritaires. Comment vous faites pour combler l'écart entre les compétences recherchées et les attentes des gens, de vos collaborateurs? Alors là aussi, je distinguerai entre des fondamentaux et donc je pense à ce qu'on appelle le plan de développement professionnel, donc qui est le support d'évaluation utilisé par tous les collaborateurs, donc avec 2 à 3 rendez-vous annuels, c'est-à-dire je fixe mes objectifs, je peux avoir une revue à mi-année et puis je fais finalement la synthèse, le bilan des objectifs. Et donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le lien entre les objectifs en tant que concrètement, quelles sont les actions que je dois réaliser et les compétences que je vais pouvoir mettre en œuvre. Donc pour nous, le 70-20-10, là aussi, est un outil, une culture commune avec l'ensemble des collaborateurs. Et pour nous, ça nous permet en fait de collecter les besoins. Donc ça c'est la première chose, c'est très important. Et puis ensuite, je peux dire que, alors on n'a pas d'outil global pour l'ensemble de l'entreprise qui dirait, voilà, je suis en capacité de cartographier les compétences et de permettre à chacun de pouvoir faire une analyse d'écart. Par contre, on a pu avoir des expériences à grande échelle, notamment dans le réseau, avec l'outil WizardSkill que vous connaissez peut-être, qui est un outil de cartographie des compétences.
je dirais, au-delà de l'outil, qui est extrêmement efficace, nécessaire parce qu'il permet là aussi d'avoir la capacité de passer à l'échelle, hein, et ça c'est incontournable, mais je dirais en amont, le travail qui avait été réalisé, c'était de définir avec la direction de la banque de réseau les objectifs à atteindre. Et puis avec les managers N-1 de la direction, les compétences nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et puis avec les managers N-2, le niveau de compétences nécessaires. Et en faisant cela, en réalité, on aligne toute la sphère managériale sur les objectifs, les compétences, les niveaux de compétences. Et ensuite, le travail visait à donc décrire les actions, les rôles dans l'outil, les compétences nécessaires et de permettre finalement à tous les collaborateurs de pouvoir faire cette analyse d'écart. Voilà. Donc pour nous, ça c'est extrêmement efficace. Pour nous, formation, c'est extrêmement efficace. Et donc, quand on a la possibilité de le faire, voilà, ça nous apporte énormément de valeur ajoutée. Maintenant, quand on n'a pas la possibilité de le faire, encore une fois, ce qui est important, c'est de faire ce chemin entre la performance attendue et la compétence. Super. Et là, on parle surtout des outils de gestion des compétences, n'est-ce pas? Après le Covid, est-ce que vous avez une certaine pratique pour les formations elles-mêmes, entre le présentiel, le digital, ce qui est préféré, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué, qui évoluent, et dans quel sens? Alors aujourd'hui, donc on est, je dirais, à 50-50, hein, c'est à peu près 50% de présentiel, 50% hors présentiel. Alors c'est vrai que le Covid a complètement modifié le rapport à la formation. Il y a eu, après le Covid, quand même une attente très forte des personnes de revenir en présentiel, donc ça c'est une réalité. En réalité, nous, le point, c'est pas tant c'est de rechercher finalement plutôt le multimodal. C'est-à-dire de dire quelles sont les capacités que j'ai d'abord d'avoir un apprentissage peut-être sur des formats différents, sur une durée différente, qui répond là aussi aux enjeux de flexibilité, aux attentes des personnes. Et je dirais plus que présentiel ou distanciel. Alors surtout que le distanciel tel que l'on a pratiqué nous, c'était des classes virtuelles, et donc finalement c'était mettre à distance une modalité qui était une modalité qui restait la modalité en réalité de format présentiel. Quand je dis multimodal, c'est vraiment d'interagir avec des modalités totalement différentes. Et on sait que le fait de multiplier les approches multiplie en réalité la capacité d'apprendre et l'ancrage qui est recherché. Joanne va prendre quelques questions de la salle, mais avant d'y passer, j'ai une dernière question. Parmi toutes les compétences, laquelle est la plus importante pour vous pour affronter le futur? Alors, je reprendrai finalement une compétence qui a été dite tout à l'heure, apprendre. Alors, plus qu'apprendre à apprendre, je mettrai l'accent plutôt sur désapprendre, c'est-à-dire la capacité à remettre en cause des pratiques. Parce que ce qui est très difficile en fait pour chacun d'entre nous, enfin je le dis à titre personnel aussi, c'est finalement on a des routines, on a des façons de fonctionner, et puis changer ça, c'est pas facile. Et en réalité, si on veut apprendre, il faut abaisser un petit peu ces barrières, il faut s'ouvrir et accepter de remettre en question finalement des modes de fonctionnement pour en trouver des nouveaux. Donc voilà, je terminerai sur... Merci beaucoup. Donc si vous n'avez jamais posé de questions en conférence, c'est l'occasion de changer de mode d'opération. Si, une question aussi. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous voir bien? Donc dites votre prénom et votre question. Allô, oui, bonjour, je m'appelle Christophe Ken, je dirige un organisme qui s'appelle Kilotoa. Quelle est votre perception de l'évolution du rapport au temps au travail et notamment de l'évolution du rapport au temps disponible pour se former? Car la multimodalité, c'est en effet très utile et très intéressant. Nous, de notre côté, on voit aussi le temps disponible pour se former de nos apprenants et parfois il y a des conflits. Tout à fait, je vous rejoins, c'est exactement le propos que je disais tout à l'heure sur les formations réglementaires et finalement c'est une réalité qui fait que une fois que j'ai fait ces formations réglementaires, je peux avoir quelques autres formations, puis finalement le temps disponible, il n'y en a plus en réalité. Donc et puis c'est aussi le rapport au temps de façon plus générale, c'est-à-dire et puis là aussi les différentes expositions qu'on peut avoir en termes de sources d'informations. Bon, donc c'est une vraie question. Alors le sujet
à mon sens, c'est quand même celui de la personnalisation. C'est-à-dire, c'est quand même cette question de est-ce que j'arrive à avoir une idée précise de ce que je recherche, et quand je l'ai trouvé, quand je le sais, est-ce que j'arrive finalement à obtenir ce que je recherche et pas autre chose. C'est-à-dire, voilà, alors je ne veux pas personnaliser parce que là, pour nous, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est illusoire de se dire qu'on aura 117 000 formations parce qu'il y a 117 000 collaborateurs. Bon, mais l'idée, c'est quand même de dire, voilà, je suis voilà, sur un sujet managérial, c'est le feedback. Bon, est-ce que je peux accéder finalement voilà, à un module feedback qui va me permettre de prendre voilà, le temps nécessaire parce que j'en ai besoin. Je crois que c'est ça en fait un peu le point. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné j'en ai besoin et que j'arrive à aller le chercher. Voilà. Mais c'est pas du tout évident. Je vois une question, merci beaucoup. Je vois une question là-bas, derrière. Mettez-vous... Oui, si. Mettez-vous debout s'il vous plaît, juste pour qu'on vous voit. Bonjour, je suis Pierre-Luc Machefer, directeur du pôle achat, évaluation, qualité de la formation dans le cabinet Conseil Paradoxe. Du coup, si vous considérez, et comme vous l'avez dit, c'est juste un modèle, hein, mais que 70% des compétences s'acquièrent en situation, comment est-ce qu'on pense le travail comme étant formateur, formatif, on le dit comme on veut, mais voilà. Et peut-être comme on est au Skillfest et que c'est notamment l'initiative des acteurs de la compétence, comment est-ce que ces acteurs-là peuvent aussi peut-être venir dans l'entreprise autrement pour vous aider à penser le travail comme étant un processus permanent d'apprentissage. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus et voir quelle était votre vision sur ce point-là. Merci. Merci. La question de la proximité métier, c'est bien sûr la question concrète de quel type de compétences je dois mettre en œuvre et d'identifier cette compétence. C'est aussi la question de la durée de vie de la compétence. C'est de dire, cette compétence, finalement, si elle a une durée de vie qui est plus limitée, hein, on va parler, je sais pas, de 2-3 ans, hein, c'est souvent ce qu'on entend aujourd'hui. La question, c'est que le temps, là aussi, de construire des processus de formation, tels que j'en ai parlé, hein, ça prend aussi du temps, en fait. Hein. Donc, l'importance d'être en proximité des métiers, c'est d'arriver à capter l'instant, c'est-à-dire de dire, voilà, je suis confronté à cette question. Et donc, je peux l'illustrer par exemple dans les métiers de l'informatique effectivement, pour lesquels j'ai beaucoup travaillé. On le voit bien, il y a des méthodologies qui ont complètement changé. On y est confronté tout de suite, en fait. C'est pas, avant, c'était théorique, et puis il y a un moment donné où ça devient concret parce que c'est finalement l'organisation qui bascule. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux mobiliser? Bon, et donc quand je dis l'approche 70, elle est importante. Nous, il faut qu'on ait nos radars ouverts, il faut qu'on soit en lien, en échange avec les métiers. Mais pour autant, on ne va pas forcément nous fabriquer les formations dont ils vont avoir besoin. Alors, ça peut passer par d'autres approches, effectivement, des approches entre pairs. Donc, on a beaucoup travaillé à mettre en place des communautés d'experts, voilà, à faire que les experts se rencontrent entre eux, se parlent entre eux, et puis qu'ils puissent construire finalement eux-mêmes des capacités pour accompagner en fait les collaborateurs. Et donc là, on avait monté une base de knowledge management qui a permis finalement de dire, bah, tout nouveau collaborateur, dès qu'il est intégré finalement, bah, il va passer par, finalement, cette base. C'est elle qui va lui donner les normes de développement, etc. Et donc, finalement, on est sur le même chemin, quoi, en fait. Voilà. Donc, par rapport à la question en ce qui vous concerne, oui, moi, je vous engage et il y a à échanger au plus près des métiers. Enfin, je veux dire, là, il y a bien sûr aucune barrière. Donc après, la question, c'est effectivement toujours de quel est l'apport dont les métiers ont besoin. Et ça, c'est une autre question. Et peut-être une dernière, s'il y en a une. Ah, si, là-bas au fond, monsieur, le micro arrive. Bonjour, Franck, je représente l'agence Erasmus+. Alors j'ai une question, vous avez parlé du modèle 70-20-10, vous avez parlé de multimodalité. Dans votre politique de formation, quelle place vous accordez à la formation en situation de travail? Alors, la formation en situation de travail, c'est pour nous un formidable outil. Donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel, en réalité, on est en expérimentation. On n'a pas encore déployé à grande échelle des formations en situation de travail. Ça répond parfaitement à notre enjeu, là aussi, de pouvoir faire le lien avec le métier,
la proximité métier, puisque effectivement les formations en situation de travail sont par définition des formations au cœur même des métiers. Donc voilà, on fait une expérimentation dans 2 entités aujourd'hui. On le fait donc dans tout ce qui concerne le secteur des entreprises, donc des conseillers entreprises, et puis on le fait dans le secteur de l'audit et de l'inspection, là aussi sur les missions et les prises de missions en fait de contrôle. Voilà. Donc pour nous, on attend beaucoup en fait de ça et on espère qu'on pourra effectivement le mener ensuite sur des échelles plus importantes et le faire pleinement entrer dans nos pratiques. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Merci encore, Johan, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous et puis très bonne journée. Merci.